présenter dans quelques minutes, mais j'ai le point commun avec beaucoup d'entre vous, si ce n'est l'essentiel, c'est d'être un diplômé de l'école, hein, dont je suis sorti en 1989. Donc, effectivement, on va parler de transition professionnelle. La transition professionnelle, c'est un sujet qui nous concerne tous, quelque part, et je pense qu'il concernera encore plus les jeunes générations aujourd'hui. On va parler de performance parce que c'est aussi une étape professionnelle qu'il faut réussir, donc on parlera de ça aujourd'hui. Je vais utiliser le partage d'écran parce que j'ai une quinzaine de slides avec vous en support de ce que je vais vous dire. Comme on vous l'a dit, il sera de toute façon enregistré et repassera sur la chaîne YouTube SK Alumni. Et à la fin, on prendra une dizaine, si on peut une quinzaine de minutes pour prendre toutes les questions que vous aurez alimentées auprès d'Alix, que je remercie d'avance, pour faire un peu une synthèse de tout ce que vous pourrez nous demander. Donc, je vais commencer, je vais partiellement utiliser l'écran pour partager avec vous un certain nombre de choses. Je vais me mettre en mode plein écran. Voilà. J'espère que vous le voyez bien. Donc, je suis effectivement, en ce qui me concerne, de la promo 1989. Donc, pour me présenter rapidement, j'ai envie de vous dire que j'ai 3 phases dans ma carrière. Donc, moi, je suis sorti d'école en 89. J'ai continué par un Master 2 à l'époque de marketing à l'IAE d'Aix-en-Provence. Et puis, je suis rentré dans une quinzaine d'années de marketing de grande consommation dans des sociétés comme Nestlé, puis Schweppes, puis Bacardi Martini. Et ce parcours-là m'a emmené, on le verra un peu plus tard, dans 6 ou 7 pays étrangers différents. Donc d'abord comme marketeur pendant 15 ans, à différents jobs, des jobs locaux, de chef de produit, de directeur du marketing, des jobs internationaux, de VP marketing. Et puis pendant une dizaine d'années, dans des jobs de direction générale, puisque j'étais directeur général de Bacardi pour la zone Scandinavie, j'étais directeur général de Bacardi pour la zone Italie-Grèce. Et puis ensuite, j'ai repris une direction générale d'une ETI aussi dans les vins et spiritueux, qui était, elle, basée en région de Cognac. Je précise ceci parce que entre Bacardi, où j'ai passé 16 ans, et l'ETI que j'ai dirigé, j'ai bénéficié d'un outplacement. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Donc, j'ai rejoint, dernière étape de ma carrière, j'ai arrêté donc on va dire ce parcours de grande consommation, de marketeur puis de DG, pour rejoindre un cabinet d'outplacement il y a un peu plus d'1 an, donc un cabinet qui s'appelle EOS Dirigeants, qui est à Paris, qui s'inscrit, on va dire, dans le top 5-6 des grands cabinets d'outplacement de cadres supérieurs et de dirigeants. L'outplacement, c'est souvent une discipline assez peu connue. Hein. Les gens mélangent un peu outplacement, management de transition, chasse de tête. En réalité, c'est un domaine qui est assez réduit puisque notre job, il est relativement simple. Il est d'aider des cadres supérieurs et des dirigeants à bâtir et retrouver leur prochaine étape professionnelle. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on les aide aussi à travailler sur ce qui les anime, on les aide à travailler sur leurs projets, on les aide ensuite à se projeter dans le réseau, auprès des chasseurs de tête au quotidien en les coachant, et puis on leur assure même le coaching d'intégration lorsqu'ils prennent un job. Donc voilà ce que veut dire l'outplacement. Et nous, évidemment, comme on fait des dirigeants, on fait ce qu'on appelle de l'outplacement individuel et sur mesure, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec quelquefois ce que vous pouvez entendre à propos d'outplacement dans des cadres de PSE ou de procédures collectives. Donc voilà quelques mots sur moi et sur l'outplacement. La première chose quand on parle d'outplacement, c'est la séparation, puisqu'évidemment, ça veut dire que dans un premier temps, on va se séparer de son entreprise. Et la première distinction que j'ai envie de faire avec vous, c'est de savoir si la décision elle est subie ou elle est voulue. Quand je dis elle est subie, c'est concrètement que vous êtes licencié sans l'avoir du tout sollicité, ou voulu parce que vous êtes allé voir votre employeur et puis finalement vous êtes mis d'accord soit pour organiser entre guillemets un licenciement, soit pour organiser une rupture conventionnelle. Donc, par rapport à ça, les modalités, évidemment, vont être très différentes qu'il s'agisse d'un licenciement, quel que soit le type de licenciement, qu'il s'agisse d'une démission. Bon, aujourd'hui, peu de gens font des démissions sèches, même pour rebondir compte tenu, on va dire, des opportunités qu'offrent les ruptures conventionnelles. La troisième, évidemment, c'est les ruptures conventionnelles. Les autres modalités qui sont importantes, surtout pour le rebond, c'est de savoir s'il va y avoir une prise d'effet immédiat, si vous allez être dispensé de préavis, si vous allez être dispensé d'activité.
Donc ça, c'est la partie modalité. Mais l'importance, c'est déjà, quand on envisage ce type de séparation, c'est de la préparer et de s'y préparer. Troisième sujet, c'est ce qu'on appelle le package. Donc, est-ce que vous êtes sujet à des indemnités extra-conventionnelles, au-delà de celles qui vous sont dues dans le cadre d'une rupture conventionnelle ou d'un licenciement? Est-ce que vous allez justement bénéficier d'un package d'outplacement pour vous aider à rebondir? Et puis, il peut y avoir d'autres choses dans le package de sortie, sur des bonus, sur des choses comme ça. Philosophie. Qu'est-ce que je veux dire par philosophie? Philosophie, c'est la façon dont vous allez vous séparer avec votre entreprise. Et finalement, c'est presque un sujet pour l'entreprise de RSE. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, l'entreprise va avoir à cœur de se séparer avec vous dans de bonnes conditions pour vous, parce que votre futur, même s'il est en dehors de l'entreprise, c'est quelque chose qui est important pour elle. Et c'est souvent dans ce cadre-là, justement, qu'on bénéficie d'outplacement. Il faut savoir que c'est une pratique qui est beaucoup plus répandue dans les grandes entreprises que dans les entreprises de petite taille, souvent parce qu'elle n'est pas connue. Bon, évidemment, ça représente aussi un certain budget. Autre aspect à prendre en compte, la communication. Qu'allez-vous dès le début sur la communication qui va accompagner votre départ? Est-ce que la communication arrive au dernier moment? Est-ce que la communication, elle est faite avant? Comment on parle de vous? Comment on parle de votre successeur ou successrice? Tous ces points-là sont extrêmement importants. Nous, on voit souvent des candidats qui ont l'impression que tout s'est bien passé et quand ils découvrent, finalement, ils ne font pas leur dernier mois de préavis, par exemple, et quand ils découvrent auprès de leurs anciens collègues la façon dont leur départ a été orchestré et annoncé, ils le vivent très, très mal. Donc, calez-vous aussi sur la communication qui accompagne votre départ. Détails pratiques, il faut y penser, mais c'est tout bête, c'est est-ce que vous allez garder votre téléphone ou au moins un certain temps? Est-ce que vous allez garder votre véhicule au moins un certain temps? Est-ce qu'à défaut de garder le téléphone, vous gardez votre numéro? Est-ce que quelquefois, il y a l'opportunité de racheter pour pas grand-chose son ordinateur portable, par exemple, qui va être un outil extrêmement important en transition? Donc, pensez aussi à tous ces détails pratiques quand vous négociez votre départ. Dernier point, conseil, point d'interrogation. Quand je parle d'un conseil, je ne parle pas de vous donner un conseil, je parle d'un avocat. Est-ce qu'il y a besoin d'un avocat ou pas? Il faut savoir que l'avocat en droit social, ça coûte assez vite, très très cher. En revanche, il y a beaucoup d'avocats qui sont prêts par réseau à prendre un coup de fil et vous consacrer 10 minutes pour, on va dire, balayer l'essentiel. Donc, ma recommandation par rapport à l'avocat, si vous êtes en situation conflictuelle, évidemment, utiliser un avocat. Il n'y a pas de débat parce que gérer une situation conflictuelle soi-même, c'est très compliqué et les avocats sont très pointus là-dessus. En revanche, si vous voulez simplement vous rassurer sur le fait que les choses sont faites à peu près dans l'ordre, sollicitez votre réseau. Je suis sûr que vous trouverez un avocat qui vous prendra au téléphone 10 minutes, un quart d'heure pour vous donner les bons conseils. Donc ça, c'est la première étape. C'est avant de gérer sa transition, il faut évidemment se séparer. Alors, la transition professionnelle, c'est avant tout un job. Je vais y revenir, mais l'étape 1, ou certains diraient le point 0, c'est de tourner la page ou faire le deuil. En réalité, on n'est absolument pas en mesure de réussir sa transition tant qu'on n'a pas tourné la page et fait le deuil. Donc, c'est très normal, hein, ce n'est pas du tout anormal d'avoir ce sujet-là à traiter. Traitez-le en vous faisant accompagner, traitez-le tout seul. Peu importe la méthode, mais il est évident que vous ne rebondirez pas professionnellement si vous n'avez pas tourné la page. Alors, cette histoire de tourner la page ou de faire le deuil, on la mesure très souvent à des personnes qui soit sont dans la situation, on va dire, de déni ou d'énervement par rapport à la situation présente, donc ils trouvent que c'est injuste, ils ont tendance à parler que de ça, même si c'est potentiellement vrai. Si vous parlez essentiellement de cela, vous aurez du mal à attirer les gens que vous aurez en face de vous, qu'ils soient recruteurs, réseaux ou chasseurs de tête. Donc, il faut tourner cette page. D'autres personnes, à l'inverse, ont l'impression d'avoir bien vécu ce passage qui met fin à plusieurs années de collaboration avec l'entreprise. Il n'empêche qu'ils ne parlent que de ça. C'est-à-dire qu'ils ne font référence qu'à ça dans leurs entretiens de réseau. On a l'impression qu'ils sont encore accrochés à cette entreprise. Et ça aussi, c'est pénalisant pour rebondir. Donc, première étape, de toute façon, nous, quand on est avec des candidats, on fait ce diagnostic. A-t-on besoin de
tourner la page et de faire le deuil, parce que sinon, on ne commencera rien du tout de productif si cette étape n'est pas effectuée. Autre chose importante, c'est que pour vous qui êtes des professionnels, hein, des gens diplômés qui avaient occupé un certain niveau de job, il faut mesurer que chercher un job, c'est une activité professionnelle, j'ai envie de dire presque à part entière. Alors, j'ai volontairement mis à 4/5e parce que pour beaucoup d'entre vous, le 4/5e, ce n'est pas une réalité. Beaucoup étaient à 5/5e et voire à 6/5e. Donc, quand je dis 4/5e, c'est que c'est aussi l'occasion pour vous de faire des choses que vous n'avez jamais faites par ailleurs. Vous vous occupez de vous, vous occupez de votre famille, commencer certaines activités sportives, culturelles ou autres. Mais en revanche, sur le 4/5e, il faut que vous soyez extrêmement concentré, extrêmement organisé, on y reviendra. Il faut savoir que c'est une course d'endurance. Aujourd'hui, il est assez normal de passer entre 8 et 15 mois pour rebondir. Donc, si au bout de 2 mois, rien ne s'est passé, il ne faut pas stresser outre mesure. C'est assez normal. Il faut avoir un projet. Si vous n'avez pas de projet à ce stade, en tout cas, ou si l'objectif numéro 1, ce n'est pas de déterminer le futur projet, ce n'est pas une transition. C'est un break, c'est une année sabbatique. Mais une transition professionnelle, elle est tendue vers quelque chose, elle est tendue vers un objectif, donc il vous faut un projet. Ça n'empêche pas que certaines personnes préfèrent prendre 2-3 mois de break avant de démarrer leur transition. Mais attention, quand on démarre une transition, il faut avoir un projet en tête, ou en tout cas s'atteler très rapidement à la rédaction de son projet. C'est une opportunité, j'ai envie de dire, c'est souvent même une somme d'opportunités, hein, cette transition. C'est l'opportunité de se réaligner avec les choses qui comptent. On entend beaucoup parler de sens, on entend parler de différentes choses. Moi, je l'ai vécu comme ça. Après avoir beaucoup reçu des entreprises, j'ai jugé que c'était le moment de rendre tout ce qui m'avait été donné et d'accompagner les autres. Donc voilà, c'est une opportunité pour vous aussi de vous réaligner. Pour certains, l'alignement va consister à s'inscrire dans une totale continuité de la carrière précédente et c'est très bien aussi. Absolument sans problème. Attention, pour les non-commerciaux, vous êtes le commercial de vous-même. Donc, les fonctions, on va dire, de communication, de marketing, de commerciaux ont tendance à vivre ça plus facilement, en tout cas théoriquement. Mais pour la première fois, vous allez devoir, pour souvent la première fois, je nuance, vous allez devoir vous-même vous vendre parce qu'il y a assez peu de chances qu'on vienne vous chercher. Donc, il va falloir devenir votre propre communication et vous allez devenir quelque part, entre guillemets, le produit. Dernière chose importante, c'est une quête, mais c'est aussi un plan d'amélioration continue. Donc, vous allez vous améliorer dans votre recherche, vous allez acquérir des mécanismes, des automatismes, vous allez devenir plus performant lors de vos entretiens. Donc, si vous avez la possibilité, commencez par des entretiens avec peu d'enjeux. Commencez, on y reviendra tout à l'heure, par des chasseurs de tête plutôt secondaires, plutôt que les gens pour lesquels avec qui vous avez vraiment envie de collaborer. Ça, c'est un conseil très pratique. Le sujet du temps et de la gestion de l'agenda, c'est un sujet qui est extrêmement important quand on est en transition. On arrive souvent dans une situation où on a été souvent dans notre job extrêmement sollicité, avec des agendas extrêmement remplis, sur lesquels on avait plus ou moins la main ou pas. Et là, d'un seul coup, on risque de se retrouver face à un grand vide. On n'a plus nos routines qui nous font partir le matin, prendre notre voiture ou le transport en commun. On n'a plus les rituels. En arrivant sur le lieu de bureau, on se retrouve tout seul. Potentiellement, vous vous retrouvez dans une maison où vos enfants, vos conjoints ou conjointes sont partis. Donc, il va falloir trouver un nouveau rythme. Un rythme, ça se crée. Le tout, c'est de ne pas subir les événements. Donc, ce rythme, on va apprendre à l'écrire ensemble quelque part. Donc, première étape, c'est planifier. Planifiez vos activités, reprenez un agenda, utilisez quel que soit le type d'agenda, électronique, sur votre ordi, sur votre téléphone, certains papiers, certains les doubles, peu importe, mais en tout cas, commencez à planifier, même si au début, vous n'avez pas grand-chose à planifier, il faut être honnête, mais prenez ce réflexe et planifiez aussi les périodes où vous allez prendre du temps pour vous, parce que c'est tout à fait un droit dans ce cas-là de prendre du temps pour vous. Mais j'aime bien, je ne sais plus qui disait,
il est différent de ne rien faire plutôt que décider de faire rien. Et là, on parle de ça, c'est-à-dire que si vous voulez vous accorder du temps, planifiez-le, c'est très bien. Je vous l'ai dit, profitez-en pour faire des choses que vous n'avez pas faites, parce que vous avez des choses que vous avez mises de côté, que ce soit des choses administratives. Si vous arrivez près de la cinquantaine, regardez où vous en êtes dans vos calculs de points de retraite. Mettez-vous à certains sports, mettez-vous à certaines activités culturelles, faites du bénévolat, occupez-vous de vos proches, de vos familles, faites ce que vous voulez, mais profitez de ce fameux 5/5e pour faire des choses que vous avez toujours laissées de côté. Vous verrez, c'est extrêmement enrichissant et ça vient vraiment, on va dire, balancer le rythme de votre transition et de votre recherche. Établissez de nouvelles routines. Vous n'avez plus les routines qu'on a évoquées que vous donne le cadre professionnel. Donc là, il faut prendre les siennes, décider que tel jour de la semaine, on allait faire telle chose, que tel jour, on allait faire du sport avant de se mettre à sa transition, tout ce genre de choses. Donc, ne pas se disperser, s'organiser. Autre chose dont on prévient nos candidats, c'est que c'est une période où l'ascenseur émotionnel va jouer à plein. Il faut être honnête, vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas. Il y a des périodes, un peu comme en sport, on va parler de temps fort et de temps en creux. Vous allez être extrêmement motivé par une période avec un job à la clé. Vous allez peut-être terminer sur la seconde marche du podium. Très souvent, on accuse le coup. Il faut prendre du temps, il faut rebondir, mais rassurez-vous, tout ceci est extrêmement normal. Le tout, évidemment, c'est de reprendre le dessus, s'accorder 1 ou 2 jours pour digérer, c'est normal. Mais voilà, il est évident que sur une période de 8 mois, de 8 à 15 mois, vous allez forcément avoir des moments extrêmement stimulants et des moments plus compliqués. Autre point dans le rapport au temps, méfiez-vous puisque on oublie, mais là il faut faire preuve de beaucoup d'empathie puisque notre temps, le temps des personnes en transition, est très différent de celui des gens en poste. Et je vous invite à vous projeter quand, si vous êtes en transition ou quand vous le saurez, projetez-vous quand vous étiez dans votre job, en pleine période de pleine activité, soit de cycle budgétaire, soit de salon professionnel, soit de déplacement ou autre, et réfléchissez quand vous receviez un mail ou un SMS de quelqu'un qui vous sollicitait pour une rencontre réseau, et très franchement, si vous lui répondiez sous 2-3 jours, si vous donniez une suite positive, vous aviez l'impression d'avoir été vraiment quelqu'un de collaboratif. Alors que nous, quand on est en transition, on a un peu le syndrome de, vous savez, de l'adolescent ou de l'adolescent qui guette le SMS de son partenaire ou de sa partenaire et qui s'étonne que ça n'arrive pas tout de suite. Donc là, c'est pareil, faites preuve d'empathie, gérez la patience. On en parlera tout à l'heure en parlant du réseau. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de relancer les gens, mais en tout cas, ne pensez pas que parce que vous avez envoyé un mail ou un SMS, vous allez avoir un feedback sous 2 jours, sous 2 heures. Pardon. Il faut attendre un certain nombre de jours parce qu'encore une fois, si on se transpose à notre passé récent, on va se dire « Ah oui, il y a des moments quand même, je ne touchais pas tellement terre, donc je n'avais pas vraiment le temps, tout bienveillant ou bienveillante que je sois, de s'occuper des sollicitations extérieures. » C'est aussi l'occasion d'apprendre et se former. Alors aujourd'hui, on l'a vu, hein, avec en plus l'effet Covid, beaucoup de gens sont allés se former en ligne, sur des conférences, sur des webinaires, sur des MOOC ou autres. Donc ça, c'est pareil. J'ai envie de dire, utilisez ce fameux temps que vous avez un peu plus que quand vous êtes en poste pour vous former, soit pour vous former sur des choses qui n'ont rien à voir mais qui vous intéressent, soit pour vous renforcer sur des choses qui vous seront utiles, type les langues étrangères, le digital ou ce genre de choses. Donc, profitez aussi de cette période pour vous former. Alors, le scope de votre campagne. Alors, on va parler ici de 5 axes de recherche, même si j'ai vu dans la liste des participants qu'on avait vraiment des participantes qui sont plus, des participantes et participants qui sont plutôt des jeunes diplômés, j'ai envie de dire toutes choses égales par ailleurs, et d'autres qui sont plutôt des gens de ma génération, autour de la cinquantaine. Donc, en fonction de ça, je nuancerai les axes de recherche. Mais ce qui est évident, c'est les 3 premiers. Donc, je vais commencer par le 3e, qui est le réseau. Et on y reviendra parce que le réseau pour des jobs de cadre supérieur, cadre dirigeant, c'est en réalité l'essentiel des jobs. Hein. C'est de l'ordre de 60%. Alors, certains vous diront entre 50 et 75%. Mais bon, on a bien compris que la majorité des jobs se trouvaient via le réseau
J'y reviendrai assez longuement un peu plus tard dans le webinaire. Donc, première source de recherche, le réseau qu'il ne faut absolument pas négliger. Deuxième source en termes de nombre, les chasseurs de tête qui vont représenter entre un quart et un tiers des opportunités qui vont vous être proposées. Je reviendrai sur tous ces éléments-là dans le détail, les chasseurs de tête, le réseau et les job boards. Les job boards, 10%, donc il ne faut pas les négliger. Il faut savoir que suivant votre secteur d'activité, si vous êtes dans des choses qui peuvent être par exemple parapubliques, il y a des choses comme ça qui obligent de façon légale à poster des annonces. Donc les annonces, malgré tout, il faut les regarder, même si en réalité pour des jobs comme les vôtres, ça ne représente que 10% des opportunités. Ce qu'on appelle les offres de services, c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire c'est presque ce que j'appellerais quand on est jeune diplômé, mais là on ne l'est plus, la candidature spontanée. Sauf que ce n'est pas une candidature spontanée qu'on va faire au hasard, c'est une candidature spontanée qu'on va nourrir, qu'on va avoir détaillée grâce au réseau, qu'on va adresser à une personne en particulier et qu'on va faire quelque part pour matérialiser un rêve. Il y a peut-être une fonction ou une entreprise qui doit quand même s'inscrire dans une certaine forme de cohérence par rapport à votre parcours. Mais là, c'est l'occasion ou jamais, finalement, d'aller frapper à cette porte. Simplement, on ne va pas lancer une bouteille à la mer, on va travailler ça, on va dire, sous forme de réseau pour être sûr d'être complètement en phase avec les problématiques, voire de s'être renseigné sur les opportunités organisationnelles qui résident dans cette société-là. Cinquième point que je veux évoquer, j'en évoquerai même un sixième que je n'ai volontairement pas mis sur la slide. Le cinquième, c'est le management de transition. Donc, le management de transition, très honnêtement, il s'adresse surtout parmi les gens qui sont devant l'écran, plutôt, on va dire, aux 45 ans plus. C'est essentiellement là que le management de transition rentre en musique, et je dirais même surtout au-delà de 50, mais je vous expliquerai en quoi ça consiste. Sixième point qui n'est pas sur le slide, mais que je veux partager avec vous, c'est évidemment toute la logique. Et aujourd'hui, on en entend beaucoup plus parler quand on voit le nombre de jeunes diplômés à l'ESCA ou dans d'autres écoles qui prennent ces majeurs-là, c'est la reprise ou la création d'entreprise. Donc évidemment, ça c'est quelque chose aussi que vous pouvez tout à fait mettre en œuvre ou qui peut constituer le futur projet lorsque vous êtes en transition. Donc là, il y a aussi des choses qui vous aident, type le CRA. Il y a tout un tas d'organisations que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet qui aident à cette création et cette reprise d'entreprise. Attention, méfiez-vous du temps parce que ce sont des parcours qui sont souvent assez longs. Donc, il faut les identifier assez tôt parce que si, typiquement pour les personnes qui sont en recherche de reprise d'entreprise, c'est des processus qui peuvent prendre de très très longs mois, voire plusieurs années, d'abord pour trouver la perle rare et ensuite pour mettre en œuvre, on va dire, tout le plan d'acquisition ou de réachat, de financement et autres. Donc, si votre vocation, c'est de reprendre une entreprise, ne traînez pas, parce que si c'est finalement le résultat d'un an de recherche vaine sur d'autres pistes, attention parce que rapidement, vous allez arriver au bout, on va dire, de vos couvertures Pôle emploi ou autres. Donc, le constat ou la conclusion de cette page, c'est que quand on est sur des populations comme vous, il est évident que tout le monde va retrouver un job. Enfin, moi, je suis plutôt un optimiste de nature et je sais que vous allez retrouver. Mais je prends souvent une petite métaphore, c'est qu'on imagine une petite crique, si vous voulez, sur une plage de l'Atlantique, avec une petite crique fermée, mais avec beaucoup de galets. Moi, je suis convaincu qu'il y a un job pour vous, mais il est sous un ou deux galets. Simplement, méthodiquement, il va falloir retourner tous ces galets pour trouver. Alors, soit le galet va être près du bord et vous allez le trouver tout de suite, soit vous allez prendre quelques mois, mais voilà, c'est une affaire de méthode. C'est une affaire où il faut allouer son temps proportionnellement. Donc, quand on a commencé à voir les opportunités, il faut que quelque part le temps passé représente la somme des opportunités. Ne passez pas 50% du temps sur LinkedIn et les annonces, alors que ça représente 10% des opportunités. Dédiez-y une tranche horaire de 2 à 4 heures, une demi-journée par semaine, et point barre. Et pour le reste, on va travailler sur le réseau, on va travailler les chasseurs, ou on va travailler votre projet de création d'entreprise, par exemple. Il faut donc, et ça vous l'avez compris maintenant, je l'ai déjà dit, cadencer sa semaine, installer de nouveaux rituels et avoir des plages dédiées à vos différentes activités.
Premier élément, on va les faire dans l'ordre de leur importance, c'est le réseau. Donc, le réseau, vous l'avez compris, il est aujourd'hui incontournable. On entend le mot réseau à toutes les sauces. C'est une réalité pour des cadres supérieurs, pour des cadres dirigeants. C'est une opportunité incontournable. C'est ce qu'on appelle aussi le marché caché. C'est-à-dire que en le sachant, vous avez déjà un avantage compétitif. D'abord parce que vous savez que pour ce qui vous concerne, à peu près 2/3 des jobs, vous allez aller les chercher en mode réseau. Vous le savez et vous allez le mettre en pratique. Et ça, c'est un avantage compétitif par rapport à des gens qui n'ont pas cette sensibilité et qui vont, on va dire, se contenter, je mets ça entre guillemets, d'aller frapper aux portes en candidature spontanée, qui vont aller frapper aux portes des chasseurs ou qui vont simplement répondre aux annonces. N'oubliez pas que ces gens-là passent à côté de 2/3 de l'opportunité. Évidemment, le réseau, c'est souvent pour beaucoup d'entre nous sortir de sa zone de confort. Mais je vous rassure, parce qu'on l'entend, vous avez tous un réseau, voire des réseaux. Un réseau, ça commence par, là, on est dans un premier réseau, les alumni de l'ESCA, mais vous avez un réseau de vos anciens collègues de vos différentes entreprises, vous avez un réseau d'autres formations que vous avez pu faire en dehors de l'ESCA, vous avez un réseau de partenaires que vous avez eu dans vos anciens jobs, de clients, de fournisseurs. Vous avez éventuellement des réseaux structurés des anciens de Danone, des anciens de Coca-Cola, des anciens de Xerox ou autres. Donc, tout le monde a des réseaux. Le réseau commence aussi par éventuellement celui de votre club sportif, par les parents qui sont à peu près du même âge que vous, les parents qui fréquentent la même école que vos enfants et qui sont à peu près du même âge et qui ont le même genre de parcours que vous. Tout le monde a un réseau, tout le monde a des réseaux. Le tout, c'est de faire preuve de tact et d'intelligence dans la façon dont on les déploie. Première consigne dans ce cadre-là, c'est accepter que pour recevoir, il va falloir donner. Ça, c'est extrêmement important. Si quelqu'un arrive dans le réseau avec une logique que je qualifierais de héroïste qui se voit, ça va être très compliqué. C'est-à-dire que les gens vont le voir de façon extrêmement opportuniste. Si il y a des tas de gens à qui vous n'avez pas parlé depuis, et ça arrive depuis des années, c'est très bien, c'est pas grave, il faut renouer le contact, mais faites preuve de tact. Ne demandez pas un rendez-vous pour le lendemain à quelqu'un à qui vous n'avez pas adressé la parole depuis 20 ans. Donc là, il faut renouer le contact. Nous on donne des conseils très particuliers, par exemple, en cette période de post-Covid. C'est vraiment avant tout de prendre les nouvelles de son réseau, de donner des nouvelles avant de demander quoi que ce soit. Il sera toujours temps, si vous voulez, une fois que le dialogue est noué, de dire eh bien, tiens, by the way, j'ai un nouveau projet sur lequel j'aimerais votre feedback, est-ce que vous pourrez se voir, etc. Donc, profitez-en. Mais attention, ne soyez pas dans une logique de je demande, j'attends tout de suite, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, on parlera tout à l'heure de savoir-être et de soft skills en réseau, c'est extrêmement important. Le réseau, c'est aussi un billard à 3 bandes. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le premier niveau de réseau, ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, ceux que vous avez immédiatement à côté de vous, et sur lequel une des premières étapes va consister à en faire l'inventaire, donc de citer tous ces noms de professionnels autour de vous, et vous verrez rapidement que vous avez des listes de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Ça ne se limite pas à LinkedIn, même si LinkedIn est un moyen astucieux, on va dire, pour servir de répertoire à son réseau. Mais attention, parce que moi, je connais des gens qui ont des réseaux, mais qui ne sont pas très digital, on va dire, ou qui ne sont pas du tout digital natifs, qui arrivent au cabinet, qui disent « Ah là, moi, c'est une catastrophe, sur LinkedIn, j'ai 122 contacts. » Oui, mais en réalité, ils ont des carnets d'adresses complets. Ou à l'inverse, on a des gens qui ont beaucoup de contacts LinkedIn parce qu'ils sont très actifs, mais qui invitent un peu tout le monde et n'importe qui, et qui en réalité ne sont pas du tout connectés avec ces gens-là. Donc, attention de ne pas mélanger réseau et LinkedIn. Donc, quand je disais billard à 3 bandes, c'est que ce fameux premier niveau qu'on évoquait précédemment, ce n'est pas ce premier niveau va vous aider, mais ce n'est pas ce premier niveau qui va vous fournir un job. On en est certain et on le mesure tous les jours. Le réseau nous aide à ce qu'on appelle le niveau 3 ou le niveau 4, c'est-à-dire que vous avez un camarade de promo qui travaille dans un secteur qui vous intéresse, vous allez aller le voir.
lui-même va vous donner un deuxième contact, ça sera, ou un deuxième et troisième contact, ça sera ce qu'on appelle le second niveau. Ce second niveau, vous allez le rencontrer, il va vous donner d'autres contacts, et là, on rentre dans le troisième niveau, puis potentiellement le quatrième niveau, et c'est là que les choses se déclenchent. En réalité, on trouve très peu, ça arrive, hein, mais c'est marginal, on trouve très peu de jobs par le premier niveau. Donc, il faut le savoir, mais il n'empêche que c'est comme un escalier. J'ai envie de dire, la première marche ne vous amène pas au premier étage, mais si vous ne montez pas la première marche, vous ne monterez pas au premier étage non plus. Donc, il faut bien activer le réseau primaire, mais attention, ce n'est pas là qu'on trouve des jobs, et c'est a fortiori là où il faut faire preuve de beaucoup de tact, en particulier en ne mettant pas vos interlocuteurs, qui sont des proches, sous pression, en leur mettant une espèce de pression indirecte, quelquefois involontaire, sur le fait que vous cherchez un job. Ça met les gens extrêmement mal à l'aise et ils ont tendance, on va dire, à tourner kazakh et à pas vouloir vous aider parce qu'ils se retrouvent très démunis par rapport à quelqu'un pour qui ils ont de l'amitié, de l'affection ou autre et qui ne peuvent pas l'aider. Donc, attention, ça on y reviendra aussi, c'est très important dans l'activation de son réseau. Billard à 3 bandes, c'est le troisième ou le quatrième niveau qui vous aidera à rebondir. Autre concept que j'ai voulu illustrer, c'est un concept d'un prof de l'ESCP qui s'appelle Philippe Gabillet, qui travaille beaucoup. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube sur l'optimisme, l'opportunité et le fait d'être un acteur de la chance. C'est lui-même, hein, je reprends et je lui réattribue complètement cette citation, j'ai de la chance ou j'ai de la chance. C'est typiquement ce qu'on va faire quand on est en veille, en réseau. On va, ah tiens, j'ai de la chance parce que j'ai appris qu'il y avait un job qui peut complètement me correspondre dans telle entreprise. Non, mais vous avez aidé la chance si vous avez mis en place des capteurs, des relais, des alertes, qu'elles soient physiques ou digitales, qui vous permettent d'activer cette chance. Vous connaissez ce vieux proverbe français qui dit que la fortune sourit aux audacieux. Et c'est un peu la même chose. La chance, elle se provoque, elle se matérialise. On peut largement l'aider si on est focusé sur son objectif. C'est une période où vous allez faire de belles rencontres. Vous allez avoir de bonnes et de mauvaises surprises. Vous verrez, hein, vous allez avoir des gens sur qui vous comptiez un peu, qui vont, pour des raisons diverses, et je vous invite à ne pas les juger, mais pour des raisons diverses, ne vont pas tellement vous aider alors que vous espériez beaucoup d'eux. À l'inverse, vous avez des gens que vous ne connaissiez pas tellement, au deuxième niveau, troisième niveau, et qui vont se prendre de sympathie ou d'amitié pour vous, et qui vont vraiment déployer tout un tas de choses pour vous aider à rebondir. Vous allez créer vraiment de nouvelles amitiés, vous allez bâtir un nouveau réseau. Il faut savoir qu'en réseau, les gens qui ont été en transition ont un accueil, j'ai envie de dire, bienveillant, tout particulier. Il faut le savoir. Hein. Vous verrez que les gens qui eux-mêmes ont été en transition ont tendance à être beaucoup plus ouverts au réseau et aux sollicitations que les personnes qui n'ont jamais été. Il faut le savoir. Donc, si vous savez que des gens ont été en transition à un moment ou à un autre, vous verrez que c'est souvent des gens avec qui le dialogue est plus facile. Moi, je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'aviez pas fait avant, à commencer à activer une activité de réseau pour le futur et pas simplement pendant cette période de transition. Moi, je vais vous citer mon exemple particulier. Suite à, j'étais pas plus réseau qu'un autre, pas plus ni moins, j'ai envie de dire, mais suite à cette année de transition, ben, je me suis ménagé une heure tous les vendredis matins de 8h à 9h15 en disant je réserve cette heure à des sollicitations réseau. C'est devenu une nouvelle routine puisque moi, j'avais beaucoup apprécié que le réseau m'aide et j'ai considéré que c'était aussi mon devoir quelque part de le rendre. Donc, je vous le dis, vous allez avoir 5 à 10% de taux de déchets au sens où vous allez vous retrouver devant une personne et vous dites « Waouh, clairement, une erreur de casting réciproque, on n'est pas là », mais ça, c'est très marginal. Vous allez avoir 60%, 70% de rencontres qui vont se passer exactement comme on les attend en mode réseau et vous allez avoir 10 à 20% de super rencontres de gens avec qui vous allez professionnellement sympathiser et qui vont devenir des acteurs de votre futur réseau et qui vont certainement vous aider. Là aussi, faites preuve d'empathie. Je l'ai dit tout à l'heure sur la gestion du temps. Là, c'est pareil. Mettez-vous dans le siège de vos interlocuteurs. Mettez-vous à leur place. Première chose, hein, quand vous arrivez pour un entretien de réseau,
vérifier combien de temps ils ont, ce genre de choses. Hein. Donc, c'est extrêmement important. Offrez vos services à la fin. Ça, c'est aussi une façon aussi de traiter le réseau sur un pied d'égalité. Vous aussi, vous êtes des professionnels. Ce n'est pas parce que vous êtes en transition depuis 2 mois qu'il y a 20 ans, 10 ans ou 12 ans de carrière professionnelle qui sont mis sous silence. Donc, à la fin, proposez aussi vos services. Vous leur dites quand vous les quittez, moi, si je peux vous aider sur quelques domaines que ce soit, sur la connaissance de mon métier, y compris pour aider sa petite nièce qui cherche un stage ou qui veut se renseigner sur un secteur d'activité ou un ami à eux, offrez vos services. Ça vous permet d'être sur un pied d'égalité avec ses interlocuteurs. Mais surtout, faites preuve, là encore une fois, d'intelligence émotionnelle avec vos interlocuteurs. Vérifiez bien le temps qu'ils ont disponible pour vous et on verra aussi typiquement comment il faut se comporter quand on échange des noms pour ne pas les mettre mal à l'aise avec les connexions qui vous auront communiquées. Quel usage du réseau? Dernier petit point de cette page, il y a essentiellement 3 usages du réseau. Le premier usage, c'est très en amont quand on veut valider un projet professionnel. Donc là, typiquement, si on change un peu de parcours, si on change un peu de trajectoire, c'est en particulier vrai dans ces circonstances-là, utiliser le réseau pour vérifier auprès de personnes entre guillemets expertes du réseau en disant voilà, moi je viens plutôt d'un univers grande consommation, mais je veux passer en B2B. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Vous faites valider un projet, vous faites valider une nouvelle trajectoire. Ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation, c'est d'avoir de l'information sur un secteur, sur une entreprise. Donc là, on se positionne de professionnel à professionnel. Je voudrais échanger sur le secteur du textile technique, parce que je sais que vous êtes un expert, etc. etc. Et là, on est pareil, dans un échange, on va dire, de professionnel à professionnel. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, et qui est la raison majeure, c'est évidemment de déceler s'il y a des jobs. Et pour ça, la prochaine étape, puisqu'on parlait tout à l'heure de tirer cette fameuse pelote, hein, ou l'image du billard à 3 bandes, c'est d'aller chercher des noms. C'est-à-dire que le réseau, c'est un peu la structure vertueuse des fameuses, on va dire, les fameuses arnaques pyramidales, mais là, on est dans du vertueux, c'est-à-dire c'est une personne me donne 2 ou 3 contacts et me permet d'aller plus loin et de mapper, si vous voulez, un secteur ou une somme d'entreprises qui m'intéresse. Parce qu'on y viendra tout à l'heure quand je vous parlerai de fiches réseau. Ce qui est très important, c'est d'avoir, vous l'avez compris, un projet, mais c'est d'avoir aussi des cibles. Donc voilà les 3 utilisations du réseau principales. Maîtriser les clés du réseau. Donc première chose, c'est d'avoir un projet professionnel clair. Les gens sont naturellement plutôt bienveillants. Les gens vont avoir envie de vous aider, mais si vous n'êtes pas clair, ils vont être démunis et ils vont se détourner de vous. Donc, soyez le plus précis possible, même si en réseau, on est d'accord qu'on leur parle de son projet professionnel. On n'est pas là pour dire est-ce que chez toi, dans ta boîte, au fait, ils ne cherchent pas un DAF ou... Non, on n'en est pas là. Mais on est très clair sur, dans le pitch, on parlera tout à l'heure du pitch, quel est mon projet professionnel. Et avoir un projet clair, c'est une nécessité, c'est un sésame si on veut rebondir. Avoir des cibles définies. Donc je complète, hein, des cibles définies, c'est carrément des listes d'entreprises et de secteurs. Les entreprises, c'est encore mieux, des listes quasi exhaustives, parce que quand quelqu'un ne connaît pas très bien votre secteur, parce que dans le réseau, il ne faut pas oublier que vous allez avoir quelquefois des gens qui sont, par exemple, dans des entreprises ou des secteurs cibles, mais qui ne sont pas du tout dans vos métiers. Vous allez avoir quelqu'un qui est complètement dans l'entreprise cible, c'est un de vos copains de promo, mais il fait de la supply chain et vous faites de la finance, je ne sais quoi. Donc, pour l'aider, là, en l'occurrence, il est dans l'entreprise cible, donc c'est facile, mais sinon, quand vous listez une liste d'entreprises, il va comprendre de quoi vous parlez, parce que nous, on a tendance à être spécialiste d'un secteur ou 2 secteurs, mais quand on cite des entreprises, ça aide la personne à matérialiser, si vous voulez, et très souvent, vous allez vous retrouver dans cette situation où quelqu'un dit, vous dites, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'industrie agroalimentaire. Vous allez lui dire Danone, Savencia, Lactalis, etc. Et lui, il va vous dire, et Marie, peut-être ça peut t'intéresser. Donc, plus vous allez catégoriser, citer des noms d'entreprises, plus ça va l'aider
Une recherche vague, c'est malheureusement peu de chances d'obtenir de l'aide des personnes que vous allez rencontrer. Dépasser le premier cercle, je ne vais pas y revenir parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Savoir-faire et savoir-être sont fondamentaux. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que dans l'approche, il faut, on a dit, faire preuve de beaucoup de tact. Et savoir-être, c'est aussi la façon dont le lendemain, vous allez remercier. Je vous invite effectivement à remercier. Je vous invite on en reparlera, à donner des nouvelles, en particulier si on a rencontré les personnes qui nous ont été recommandées. C'est les techniques. Donc, typiquement, le sésame, c'est vraiment de se recommander de la part de quelqu'un. Vous verrez, quand vous avez une recommandation de la part de quelqu'un, vous allez déclencher positivement à peu près 70% de rendez-vous facilement. Alors que si vous contactez dans l'absolu sur LinkedIn ou ailleurs quelqu'un en disant « oui, je sais que vous êtes DAF de ci, etc. » et que vous n'avez pas le sésame, on va dire, du passeur de clés qui est votre contact commun, ça ne marche pas. Donc, attention à toutes ces notions de respect, de savoir-faire dans la prise de contact et de savoir-être quand on est en face de la personne. Typiquement, j'y reviendrai aussi, mais savoir-être, vous arrivez, vous mettez votre téléphone juste avant d'arriver en mode avion. Vous arrivez plutôt, si vous avez rendez-vous dans l'entreprise ou dans la brasserie qui est au siège de l'entreprise, parce que pour des raisons diverses, la personne est en open space ou ne peut pas vous voir dans son bureau, elle vous donne rendez-vous 1 heure avant le début de son travail en bas. Vous arrivez 5 minutes avant, vous éteignez votre téléphone ou vous le mettez sur mode avion. Parce qu'effectivement, moi j'ai encore eu un exemple récemment d'une personne en réseau dont le téléphone a sonné 4 ou 5 fois pour des histoires domestiques. Franchement, c'est quelqu'un, je me suis dit, j'ai vraiment pas envie de l'aider. Enfin, c'est pas possible qu'il manque à tel point d'intelligence de situation. Donc attention, c'est extrêmement important. On l'a dit, mettez-vous dans le siège de votre interlocuteur. Là, je suis sur une phrase un peu provocatrice, demandez tout sauf un job. Ça peut paraître, on est bien d'accord, hein, vous êtes là, vous parlez de transition professionnelle, on parle de la prochaine opportunité, mais ce n'est pas ce que vous allez demander. On va rester sur les 3-4 axes qu'on a évoqués, se renseigner sur le secteur, se renseigner sur l'entreprise, partager sur les perspectives du secteur, valider un projet professionnel et ultimement récupérer des noms à la fin. Mais attention, là c'est pareil, les gens qui sont adroits en réseau, ce n'est pas forcément les plus professionnels techniquement, les gens les mieux armés en termes de compétences techniques, mais c'est des gens qui vont développer beaucoup d'intelligence émotionnelle dans ces situations-là. Ayez ce qu'on appelle des outils que je vais présenter tout à l'heure, prêts à être dégainés. Quand je dis des outils prêts à être dégainés, c'est une carte de visite, c'est évidemment les outils verbaux, c'est-à-dire votre pitch, la façon dont vous allez vous présenter, etc. Mais je vous les détaillerai. Mais en tout cas, c'est très important d'avoir des outils prêts. Pas de CV volant. Donc, qu'est-ce que j'appelle le CV volant? C'est que dans la recherche réseau, on ne se balade pas avec un CV qu'on enverrait avant, après. On n'accepte pas que quelqu'un nous dise « Non, mais il n'y a pas de job chez moi, mais bon, passe-moi ton CV, je le forwarderai à la DRH. » Ça ne marche pas et ça vous rabaisse. Hein. Donc, pas de CV volant. On va parler de fiche réseau. Le CV, c'est quelque chose qui s'adresse à quelque chose de particulier. Ça répond à une annonce, ça répond à un besoin. C'est un outil pour les chasseurs de tête. Ce n'est pas un outil qu'on utilise en réseau. Excusez-moi, je bois un petit verre. Autre chose, donc maîtriser les techniques de mise en relation. Donc là, c'est pareil. Il n'y a pas de martingale si ce n'est l'intelligence de situation. N'appelez pas, quand vous avez obtenu un numéro de téléphone, que ce soit un standard ou un portable, n'appelez pas quelqu'un qui a un job important à 11h30 du matin, mardi matin. Il y a de grandes chances qu'il soit dans un codir, dans une réunion et autres. Quand vous envoyez un mail, envoyez le mail, par exemple, de demande de rendez-vous, envoyez-le tôt le matin et plutôt en évitant le lundi ou en évitant le vendredi, ou en évitant aussi le vendredi après-midi. Envoyez-le tôt le matin pour que la personne le trouve et qu'il ne soit pas noyé dans les 75, 122 mails qu'elle reçoit dans la journée. Est-ce que, même si vous avez le portable, est-ce que vous allez d'abord solliciter la personne par un SMS? Aujourd'hui, le SMS est accepté. Ou est-ce que vous allez lui envoyer une sollicitation par mail pour proposer un rendez-vous? À quel moment l'appeler? Est-ce qu'il a une assistante ou un assistant? Est-ce que je peux appeler à tel ou tel moment?
Donc voilà, les techniques de mise en relation sont extrêmement importantes en amont, vous l'avez compris, en aval aussi, et évidemment pendant puisque j'y viendrai tout à l'heure, un entretien de réseau, c'est essentiellement écouter l'autre. Il faut sortir des entretiens avec des noms, vous l'avez compris. Alors, quelquefois, les gens sont démunis, en particulier les gens qui ont des grands réseaux. Vous avez beau leur parler de votre projet, c'est compliqué pour eux d'un seul coup de citer tel nom, telle personne et autre. N'hésitez pas, une petite astuce qu'on donne, c'est que quand vous êtes au niveau 3 ou au niveau 4, voire au niveau 2, vous ne connaissez pas forcément la personne. Donc, physiquement, vous ne savez pas trop à quoi elle ressemble. Donc, un des moyens simples, c'est aujourd'hui, vu la couverture de LinkedIn, c'est d'aller sur LinkedIn pour voir qui elle est, de manière à ce que si vous avez rendez-vous dans un lieu type public, une brasserie, si elle est déjà là, vous allez la reconnaître et vous diriger spontanément vers elle. Soit si vous l'attendez, vous allez vous lever quand elle rentre dans le lieu pour lui faire un signe ou quelque chose comme ça. C'est aussi l'occasion, si la personne a un réseau ouvert, d'aller regarder si elle a des contacts dans vos entreprises cibles. Et je vous invite avec tact à utiliser ça. Si la personne dit « Oh là là, je voudrais bien vous aider, mais là, vous me prenez un peu au dépourvu », et vous lui dites « Vous n'auriez pas des connaissances par hasard dans le groupe Bouygues ?» Alors, vous savez pertinemment qu'elle en a, parce que vous l'avez vérifié vous, en checkant son profil LinkedIn. Et là, vous suggérez. Donc, il y a des petites astuces comme ça qui permettent, on va dire, de matérialiser, de récupérer des noms. Voilà, avec tact. Autre chose, je ne sais plus si je le dis plus tard ou pas, mais je le précise, dans l'utilisation de ces noms, soyez extrêmement rigoureux avec la personne qui vous donne ces noms, puisque les personnes tiennent à leur réseau. Pour eux, c'est important. Donc, soit dans la conversation, soit le lendemain quand vous remerciez, si ça n'a pas eu le temps d'être fait lors de la discussion, on va dire en one-to-one, qu'elle soit aujourd'hui, j'aimerais dire en mode Zoom ou en mode présentiel, évoquez avec la personne la façon dont vous pouvez prendre contact avec les gens dont on vous a donné les noms. Est-ce que vous préférez l'appeler? Est-ce que vous préférez que j'attende votre go avant de la contacter? Est-ce que je peux la contacter directement de votre part? Etc. Donc ça, c'est des choses qui sont à clarifier. Si vous avez le temps, vous la clarifiez dans l'entretien de réseau lors de la fin. Hein. Il faut regarder votre montre dans l'entretien de réseau. 10 minutes avant la fin, il faut amener un peu la personne sur ces terrains-là, hein, même si vous la questionnez beaucoup, de manière à clarifier. Si vous n'avez pas eu le temps de faire, le lendemain, vous précisez, j'ai bien noté que vous me recommandiez de voir Monsieur X et Madame Y dans telle et telle société, comment souhaitez-vous que je les contacte, etc., etc. Un bon entretien de réseau, à la différence d'un entretien de chasse de tête ou d'un entretien, on va dire, de recrutement, c'est-à-dire que vous postulez pour un job, un entretien de réseau, c'est 75% des coûts. Et attention, là, il y a souvent un piège parce que la personne qui est en recherche, qui quelquefois va avoir un peu des questions sur sa confiance, sur sa légitimité, va avoir tendance à, on va dire, à devenir le rouleau compresseur, d'expliquer son histoire, on va dire se vendre, etc. C'est pas lieu et c'est pas performant. Soyez dans l'écoute, soyez en réalité en contrôle de l'interview, mais soyez en contrôle de l'interview en posant des questions. Ce qui est important, c'est que c'est vous qui lidez l'interview de manière à amener la personne. Elle commence par des généralités sur le secteur, vous l'amenez à la faire parler de son entreprise ou des entreprises concurrentes qui sont aussi vos cibles potentiellement, et vous l'amenez ensuite sur le terrain des gens de manière à naturellement, quand vous aurez en fin d'entretien, vous allez lui dire est-ce que vous me recommandez de rencontrer d'autres personnes du secteur qui sont référentes, qui pourraient m'aider à valider mon projet ou me donner des informations additionnelles. Ça va se faire de façon beaucoup plus naturelle. Autre point important, garder le contact. On a parlé tout à l'heure de l'importance de garder le contact de façon pérenne, hein, presque dans le long terme. Là, on parle de garder le contact des personnes que vous avez rencontrées en réseau. Première chose, au bout de X semaines, si vous avez rencontré les personnes qu'elle vous a conseillées, et si ça a été des bons conseils, j'ai envie de dire, vous donnez du feedback. Merci monsieur, grâce à vous, j'ai pu rencontrer Madame X et Madame Y. Ça a été vraiment de très très belles rencontres professionnelles. Je vous remercie encore une fois. Ça, c'est la première étape. Donc, il y a le remerciement immédiat dans les 48-72 heures qui suivent le rendez-vous. Il y a le remerciement quand on a rencontré les personnes éventuellement qu'on nous a suggéré de rencontrer. Et après, il y a la dernière étape qui est donner des nouvelles quand vous avez rebondi et pris un poste.
Et je passe l'autre qui est typiquement pour les personnes actives qui vous ont aidé, c'est de les inscrire dans les routines typiquement de carte de vœux. Chaque année, vous prenez des nouvelles. Vous pouvez le faire aussi, si vous n'attendez pas les vœux, vous pouvez tout à fait le faire par LinkedIn. Vous pouvez aussi nourrir la relation, c'est-à-dire que vous créez des alertes sur des systèmes d'alerte sur Google ou autres, sur des entreprises cibles, etc. Et vous n'hésitez pas à donner de l'information à votre réseau ou aux personnes clés de votre réseau. Tiens, monsieur, on s'est rencontrés il y a un mois. Est-ce que vous avez vu que votre concurrent principal était en train de racheter telle boîte, telle boîte? Vous partagez, vous vous présentez comme un professionnel du secteur. Donc, n'hésitez pas, ça permet, si vous voulez, de remonter dans ce que les marketeurs appellent le top of mind, c'est-à-dire d'un seul coup, la personne me dit « Ah oui, j'avais rencontré cette personne il y a 3-4 mois, il était très sympa, très pro. » Vous remontez un peu comme dans la pile des chasseurs de tête et cette personne va repenser à vous. Potentiellement, ça arrive très régulièrement qu'en donnant comme ça des nouvelles ou en donnant des nouvelles des informations, la personne va vous dire « Ah, au fait, j'ai pensé à quelqu'un d'autre que vous pourriez rencontrer de ma part, etc. etc. » Donc, important de faire vivre cette relation à la fois, on va dire, de façon intéressée et à la fois de façon désintéressée. N'hésitez pas aussi à explorer ce qu'on appelle les réseaux structurés. Alors là, je ne parle pas des réseaux, mais s'il y a une question ou deux, je les adresserai. Je ne parle pas des réseaux qui aident les personnes qui vont être en transition et qui n'ont pas la chance, pour des raisons diverses, de bénéficier d'un accompagnement. Il y a des réseaux, type alors en région parisienne, OSE 78, ou des réseaux qui deviennent un peu nationaux comme l'Avarap, ou ce genre de réseaux, donc qui sont des réseaux assez structurés, bénévoles, hein, où j'ai envie de dire, la participation qu'on vous demande, elle est de pas grand-chose ou quelques centaines d'euros pour payer les frais logistiques, mais de gens qui vont rentrer dans une démarche pour vous aider. Moi, à titre personnel et bénévole, en plus de mon activité professionnelle, je suis un parrain Avarap. Donc voilà, donc ça veut dire l'Avarap, c'est des réseaux structurés qui vont vous aider à structurer votre démarche, votre projet professionnel et à vous donner des conseils et à bénéficier on va dire, de la cohérence d'un groupe de 10-15 personnes qui vont être vos camarades pendant ce moment de vie. Donc ça, c'est les réseaux, on va dire, de recherche, de définition de projet, retour à l'emploi. Là, je parle des réseaux autres qui sont les réseaux structurés. Donc, il faut savoir qu'il y a des tas de réseaux qui existent pour compléter vos réseaux personnels. Ce sont les réseaux par métier. Donc, si vous êtes un marketeur, il va y avoir des choses comme l'ADTM. Si vous êtes un DRH, il va y avoir l'AMDRH. Si vous êtes un juriste, il y a aussi des réseaux dont j'ai oublié le nom, mais qui sont des réseaux structurés. Donc, il y a plein de réseaux par métier auxquels je vous invite déjà de vous inscrire, même quand vous êtes en poste, parce que ça peut toujours vous servir par la suite, mais a fortiori, utiliser les ressources qu'elles offrent. Il y a des réseaux de généralistes de cadres sub, cadres dirigeants qui s'appellent Oudinot, Daubigny, etc., qui sont plutôt des réseaux parisiens, il faut le savoir. Donc, c'est vraiment des réseaux où je dirais qu'il y a à peu près 60% de gens qui sont en recherche et 40% de gens qui sont en poste. Mais voilà, les gens sont fidèles à ces réseaux qui, là aussi, offrent, on va dire, partage de connexions, un certain nombre d'ateliers thématiques type ce webinaire. Enfin, c'est des choses que j'ai déjà été amené à faire auprès du réseau d'Aubigny, de façon à peu près semblable, pour donner des conseils à des personnes en transition. Donc, ces réseaux généralistes, ça existe. Vous pouvez y adhérer, faire acte de candidature. Il y a certaines fois les alumni. Alors, les alumni, évidemment, le premier exemple, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, les alumni de vos écoles. Mais il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure, les alumni de grandes entreprises. Très commun dans la grande consommation, les anciens de Procter & Gamble, les anciens de Henkel, After Dan, le réseau de Danone, les anciens de Coca et autres, Nestlé. Voilà, il y a des conférences, des salons professionnels qui sont, alors c'est pas vraiment un réseau structuré, mais c'est quand même un peu, j'ai envie de dire, des nids à un endroit qui vous permettent de rencontrer pas mal de gens en même temps. Mais c'est pareil, une conférence ou surtout un salon professionnel, a fortiori un salon professionnel, ça se prépare. Ça se prépare, c'est-à-dire il faut déjà potentiellement prendre des rendez-vous parce que sinon, vous allez passer après les gens qui sont là pour des rendez-vous business. Donc, les salons professionnels, les conférences, c'est l'occasion de rencontrer des gens, d'élargir votre réseau, mais ça se prépare. On arrive de façon professionnelle, tant en termes, on va dire, de look que de prise de contact, etc.
les clubs, quels qu'ils soient, hein, des clubs, ça peut être des clubs d'investissement, ça peut être des clubs de management, ça peut être des clubs plus, on va dire, d'origine liée à des convictions religieuses. Tout ça, c'est aussi des choses qui peuvent être utiles. Et il y a éventuellement aussi des think tanks si vous êtes dans des gens qui réfléchissaient sur, je ne sais pas quoi, en ce moment, on voit beaucoup du monde d'après, ce genre de choses. Donc tout ça c'est des réseaux structurés qui sont de très bonnes sources à utiliser. Les chasseurs de tête. Donc là, j'ai mis un titre pas polémique, mais un peu pour apprivoiser les chasseurs de tête. Les chasseurs de tête, j'ai envie de dire, c'est un mythe, hein, parce que on en attend beaucoup. On met un peu le métier sur un piédestal. Bon, moi, je vais peut-être un peu le démythifier ou le démystifier avec vous, parce qu'avant tout, ce sont des commerciaux. Ce sont des commerciaux qui sont au service de leurs clients, et leurs clients, ce n'est pas vous. Leurs clients, ce sont les gens qui leur confient des missions. C'est un métier qui souffre quand même, hein, qui a très très largement souffert de la digitalisation des HR et en particulier de l'arrivée de LinkedIn. Donc, il faut savoir que 2008, avec la crise de 2008 et puis la montée de la digitalisation dans ces années-là, 2008-2010, il y a quasiment une fonction qui a disparu des chasseurs ou qui a été en tout cas externalisée. C'est ce qu'on appelle la fonction de sourcing. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui passaient des heures sur des annuaires d'anciens, retrouvés ou appeler les standards pour essayer de récupérer les organigrammes, etc. Ça a complètement disparu ou presque disparu. J'en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a des sociétés de sourcing qu'il est bon de connaître, type ADO, qui travaillent pour les très grands chasseurs. Mais voilà, ces chasseurs de tête, bien sûr, vous avez 2 ou 3 chasseurs de tête qui vous ont accompagné au cours de votre carrière, qui potentiellement vous ont trouvé des jobs et avec qui vous êtes devenus, on va dire, des proches. Ce n'est pas ce que demande de votre réseau, mais c'est 2 ou 3. En réalité, ce sont des gens qui sont tournés vers leur business, qui souffrent, hein, parce qu'aujourd'hui, les nouvelles méthodes, LinkedIn, quand vous avez une bonne utilisation de LinkedIn et un bon talent manager dans l'entreprise, bon, franchement, vous pouvez quasiment vous passer d'un chasseur de tête qui coûte quand même à minimum entre 25 000 € pour les fonctions les plus juniors, quasiment jusqu'à potentiellement plusieurs centaines de cas. Donc, aujourd'hui, elles sont en crise. Donc, et elles ont tendance d'ailleurs à faire tout un tas d'activités. Vous verrez que les chasseurs se lancent dans le management de transition, potentiellement dans l'outplacement, dans de la formation RH. Enfin, ils se rendent compte, il y avait une interview de la patronne mondiale de Korn Ferry, un des chasseurs référents dans les Échos, fin décembre, il y a 6 mois, qui disait que chez Korn Ferry, qui est quand même connu avant tout comme un chasseur, l'activité chasse représentait moins de la moitié du chiffre d'affaires. Donc voilà, pour démystifier un peu, j'ai sauté directement au dernier point sur l'évolution du métier, mais aujourd'hui, c'est un métier qui est en pleine évolution, qui a du mal à vivre de son ADN historique. Donc, c'est fondamental, hein, on l'a dit tout à l'heure, ça représente certainement entre un quart et un tiers des opportunités, donc il faut le faire. Ce n'est pas une panacée, ce n'est pas parce que vous avez un gros job que vous dites, moi, ça passera forcément par la chasse ou j'ai un tel parcours que les chasseurs vont me chercher. Ce serait une erreur. Ce serait une erreur, il faut que vous alliez les chercher vous. Peut-être qu'ils vous trouveront un job, mais attention, ne pas mettre le réseau de côté sous prétexte que vous activez la chasse avec beaucoup on va dire, à grande échelle. Il faut segmenter le top du tout venant sans rien négliger. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le top, hein? Le top, avant tout, c'est l'acronyme des Shrek, hein, comme le personnage, c'est-à-dire Spencer Stewart pour le S, R pour Russell Reynolds, E pour Egon Zehnder, H pour Heydrich and Struggle et K pour Korn Ferry. Donc ça, c'est des grands groupes internationaux, la plupart anglo-saxons ou suisses. Ces Shrek, évidemment, ils sont importants, ils sont surtout les gros jobs, hein, y compris les très très gros jobs, le patron d'Air France, ce genre de choses. Il faut évidemment essayer d'y aller. On y viendra parce que pour y aller, la plupart du temps, il faut une recommandation réseau aussi, sinon vous aurez du mal à les voir. Néanmoins, quand on dit qu'il ne faut rien négliger, c'est que vous allez avoir quelquefois ce qu'on appelle des leaders de place, c'est-à-dire quelqu'un qui, à Strasbourg, a des jobs très intéressants parce que ça fait 20 ans qu'il bosse avec le groupe Mars et que, en gros, si vous voulez aller chez Mars, c'est le chasseur de Strasbourg, par exemple, qui a le business.
ou alors d'autres qui sont spécialisés par fonction. Il y a des chasseurs dans les assurances, les vins et spiritueux, la finance de marché. Il y a des chasseurs très précis qui ont en fait les meilleurs jobs qui ne vont même pas chez des généralistes. Donc attention, armez-vous, allez sur Internet, regardez. Il y a aussi un bouquin de référence qui est mis à jour chaque année, qui est à peu près à jour, hein, même si aujourd'hui on se demande comment on peut encore sortir des annuaires papier à l'heure du digital, mais en tout cas il a les deux. Il a une version papier qui vous permet d'accéder en ligne à leurs recommandations. Donc munissez-vous de ces annuaires si vous ne les avez pas, et puis faites ça à deux vitesses. N'oubliez pas le conseil que je vous ai donné en première page. Commencez par les cabinets de chasse avec le moins d'enjeux. Ça va vous permettre d'y aller au casse-pipe, de répondre aux objections, de vous rendre compte que vous n'êtes pas tout à fait prêt, etc., etc. Donc, ne commencez pas par vous débrouiller pour un rendez-vous chez Egon Zehnder ou chez Joub. C'est un peu dommage. Allez vous faire les mains ou les dents sur des chasseurs plus petits, parce que mine de rien, leur approche, quand même, le type de questionnement, il est relativement similaire et relativement attendu. Donc voilà, n'allez pas chez les plus compliqués dès le début, parce que vous allez vous fermer des portes. Et très franchement, comme c'est difficile de voir le top, quand vous êtes grillé, c'est quand même compliqué de revenir. Hein. Donc n'y allez pas au casse-pipe. Utilisez le réseau pour se faire ouvrir les portes. Donc, au même titre qu'un réseau normal, n'hésitez pas à contacter un chasseur nominativement de la part d'une personne que vous connaissez et que lui connaît très bien, parce que ça, c'est des vrais sésames aussi, comme le réseau général pour se faire ouvrir des portes. Donc, allez-y, utilisez le réseau pour se faire ouvrir des portes. Suivez leur actualité. Quand je dis suivre leur actualité, c'est tout simple. Ce n'est pas souvent très intéressant, c'est souvent de l'actualité internationale. Si vous allez sur LinkedIn et vous suivez, on va dire, les cabinets principaux. Néanmoins, ça donne quelquefois, on va dire, l'occasion de briser la glace lors d'un entretien. Ah oui, j'ai vu qu'en ce moment, votre cabinet était très actif sur la recherche sur les soft skills ou je ne sais quoi. Bon, voilà, ça vous place tout de suite en terrain de connivence si vous savez un peu qu'est-ce qui régit l'ADN ou quelles sont les dernières actualités du cabinet. N'oubliez pas que le haut de la pile, même s'il est virtuel, il est obsolète au bout de 4 mois. Quand je dis obsolète au bout de 4 mois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir l'impression que vous avez écrit à monsieur X et qu'il se souvient tellement de vous que si vous lui écrivez au bout de 4 mois, il va avoir l'impression que vous le harcelez. Non, malheureusement, votre CV va être rangé dans des systèmes avec des centaines d'autres CV. N'ayez crainte, hein, au bout de 4 mois, vous avez fait 2-3 modifications. Vous le renvoyez, il ne va pas se dire, oh là là, celui-là, quel mort de faim, il me court après. Pas du tout, pas du tout. Donc, au contraire, il faut le faire parce que sinon, votre CV est passé à la trappe. N'oubliez pas que certains cabinets vont utiliser de l'intelligence artificielle quand ils vont traiter un CV, surtout quand il y a un job. Hein. Donc, très clairement, là, c'est pour ça que c'est important vraiment de matcher les mots-clés. Attention, parce que quelquefois, vous dites, je ne comprends pas, il cherchait un job de DAF qui était exactement mon profil du même secteur, et vous vous rendez compte que sur votre CV, il a été trié par une machine d'IA et vous aviez mis CFO ou Chief Financial Officer, et eux, ils recrutent avec DAF ou directeur financier. Donc, attention, la machine n'est pas aussi intelligente que son nom l'indique. Hein. Donc, intelligence artificielle veut dire qu'il faut aussi boucher les trous. Donc, il faut accepter d'avoir un CV qui, quelquefois, est un peu dissonant parce que vos deux expériences de DG, il y en a une qui va s'appeler directeur général et l'autre CEO. Oui, ok, mais ça vous permet de cocher toutes les cases si vous êtes trié par un module automatisé. Leur rendre service, c'est se rendre service. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, c'est bien si vous apparaissez comme le bon client collaborateur du secteur. On vous appelle une fois, ce n'est pas pour vous, mais vous donnez un nom, vous créez une connexion, et puis on vous rappelle. Donc, vous devenez un peu un référent sur les secteurs. Ça, c'est important parce qu'à un moment, ça vous sera rendu. Donc, n'hésitez pas à être un peu… Vous savez, les journalistes parlent souvent de ces gens, alors surtout sur les chaînes entre guillemets d'infos, sur ce qu'ils appellent les bons clients. C'est la personne qui répond un peu présente quand on la sollicite sur un secteur et autres. Ce n'est pas grave d'être cette personne-là parce que quelque part, du coup, vous restez proche des chasseurs. Autre chose aussi, ce message-là, leur rendre service, c'est ayez un CV clair et performant. Si franchement, il a besoin de le lire 4 fois pour comprendre ce que vous cherchez vraiment et autres, c'est mort.
Donc, soyez didactique à la fois dans votre CV et soyez ouvert et collaboratif si le contact a lieu. Bon, évolution métier, je vais passer puisqu'on en a parlé, puisque c'est un métier effectivement en pleine évolution et c'est un métier qui a tendance plutôt à se réduire. Screener les job boards. Qu'est-ce qu'on entend par screener les job boards? On l'a vu tout à l'heure, on a dit que ça représente que 10% des opportunités, donc il ne faut pas y passer plus de temps. Néanmoins, c'est vraiment Internet qui a repris, qui a repermis, si vous voulez, d'arriver. Il y a une génération comme la mienne qui a connu les pages roses saumon du Figaro, ou qu'on attendait avec anxiété le lundi pour voir les jobs qui étaient postés, ou un supplément à l'époque qui s'appelait l'Express Réussir. Tous ces trucs-là n'existent quasiment plus, mais finalement, c'est le digital qui a remplacé ces opportunités-là, qui fait qu'aujourd'hui, finalement, oui, il y a aussi des offres qui sont écrites, qui sont postées. Donc, pour les gérer, moi, je vous invite à créer des alertes, des alertes type LinkedIn, sur Cadre Emploi, sur l'APEC, sur LinkedIn. Alors, il faut être clair, vous allez faire des alertes, il faut accepter de passer pas mal de temps pour faire le tri, parce que, en réalité, à partir du moment où vous avez deux mots-clés, un secteur ou autre, vous allez recevoir un peu tout et n'importe quoi. Donc, il faut trier et il faut aussi digérer la non-réponse. Il faut être clair que quand vous postulez sur LinkedIn, que vous voyez que vous êtes le 222e pour un gros job, ne pas recevoir de réponse, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un peu la norme. Donc, tout ça, il faut le savoir, il faut l'accepter. Quand on en a conscience, c'est plus facile à digérer. Et moi, je vous conseille d'y passer maximum une demi-journée par semaine sur ces sujets-là, pour ne pas vous noyer et passer des journées à surfer sur LinkedIn. Ensuite, je vais vous parler là rapidement des missions et du management de transition. Alors, qu'est-ce que je fais comme distinguo? Vous pouvez tout à fait avoir des missions très intéressantes sans passer par un cabinet de management de transition, et c'est très bien, parce que franchement, le cabinet de management de transition, alors certes, en positif, il va potentiellement vous fournir des missions. Il va venir vous chercher pour une mission. Certes, potentiellement, il va fournir de plus ou moins grande qualité un encadrement, une espèce de référent, un peu comme un coach qui va vous accompagner dans votre mission. Ça, c'est les plus. Les moins, c'est que vous allez toucher, si vous voulez, une fois que vous allez avoir la facturation de la mission par le cabinet qui va se prendre une très grosse com, vous restez là, vous allez faire du portage, ou vous allez mettre ça dans la société que vous aurez créée. Bon, vous allez voir que par rapport au prix qui est facturé au client, il ne va pas vous rester grand-chose. Donc, autant faire des missions en direct si c'est possible. Aujourd'hui, il faut savoir que pourquoi beaucoup de chasseurs de tête se lancent dans le management de transition, parce que pour beaucoup d'entreprises, c'est quasiment une période d'essai. Donc, voilà, on vous met à l'épreuve. Et bien, si ça se passe bien, au bout d'une mission de 6-9 mois, on vous propose de rester dans le job, parce que concrètement, quand vous y êtes arrivé, vous allez boucher un trou. C'est l'occasion d'une expérience additionnelle. Voilà, une expérience sur un CV plutôt qu'un trou qui commence à durer de 12 mois. Bon, ben c'est bien, c'est éventuellement, on l'a dit, des revenus. C'est du storytelling et des compétences additionnelles pour vos interlocuteurs. Les chasseurs, surtout quand vous passez 9-10 mois de recherche, commencent à se dire mais qu'est-ce que vous faites, comment vous occupez votre temps. Ils ont beau savoir que c'est compliqué et que ça peut mettre 15 mois, ils aiment bien les gens qui font des choses. Donc, prenez une mission, même si, entre guillemets, elle est bénévole dans une association ou autre, mais que ça a trait avec votre cœur de métier, dites que vous faites des choses, c'est important. Donc voilà, et bon, il y a une offre large de cabinets, il s'en crée tous les jours, des Valtus, des Nîmes, Delville, 400 partenaires. Certains sont avec des mécanismes de cooptation, d'autres sont très gros comme Valtus qui est quasiment un leader européen. Enfin, vous verrez, l'offre est large. Dans un premier temps, l'objectif, c'est de se faire, si c'est un sujet qui vous intéresse, de se faire référencer auprès de ces cabinets avec un format d'entretien type chasseur de tête. Et puis après, le cas échéant, on vous propose des missions. Il faut savoir que le challenge, c'est la première mission. Un cabinet comme Valtus, il doit avoir 6 000 ou 7 000 personnes en base de données. Il y en a à peu près moins de 10% qui sont actifs là-dedans. Le premier, c'est de trouver une mission. Quand vous avez fait une première mission, après, ça s'enchaîne. C'est un peu comme le premier job à la sortie de l'école. Il faut trouver le bon secteur, le bon job, la bonne boîte, et après, ça s'enchaîne plus facilement. LinkedIn, donc LinkedIn aujourd'hui, c'est devenu, je l'ai volontairement mis monopole parce que les plus âgés d'entre vous se rappellent qu'à un moment, il y avait Viadeo qui avait été racheté par le Figaro Classified. Bon, Viadeo, c'est un animal quasiment mort, ça ne sert à rien d'y passer du temps.
Aujourd'hui, seul LinkedIn est un incontournable. C'est un outil qui a presque 20 ans, hein, qui est né au début des années 2000, je crois 2003, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a aujourd'hui, j'ai vu qu'en France, il y a 20 millions de personnes, je crois, sur LinkedIn. Hein, donc, on peut en dire que c'est beaucoup, beaucoup de monde. Important, la cohérence dans cette partie de vie pour vous. Hein, le CV, LinkedIn, le storytelling, les différentes prises de parole, il faut que vous ayez un dialogue unique. Hein. Si vous balancez un CV, on invite d'ailleurs souvent à mettre le lien direct vers LinkedIn sur le CV. Évidemment, il ne faut pas que quand on clique sur le lien, on se rende compte que ce que vous racontez sur LinkedIn n'est pas du tout cohérent ou pas très cohérent avec ce que vous dites sur le CV. Donc, attention à la cohérence entre LinkedIn et votre CV, votre projet et ce que vous racontez. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va sur LinkedIn pour voir, avant un rendez-vous de réseau, les chasseurs de tête, etc. Donc, c'est un outil, on l'a vu, de réseau. De réseau au sens où ça permet éventuellement d'inviter des gens, ça permet de savoir qui fait quoi, ça permet de classer son réseau, hein, c'est un bon moyen d'avoir un répertoire. C'est un outil de recherche, on l'a dit, de recherche d'infos, qui a quel job, et aussi de communication visibilité. Hein. Donc, si vous écrivez bien, si vous avez envie de prendre la parole sur des sujets business, allez-y. En revanche, attention, quand vous êtes en transition, les petites blagues, même sur LinkedIn, entre copains, le côté un peu Facebook de la chose, les petites interjections entre personnes qui se connaissent, les blagues et autres, ce n'est pas idéal parce que la personne, concrètement, va aller sur LinkedIn, elle va voir votre fil d'activité et elle va se rendre compte que tout ce que vous faites sur LinkedIn, c'est un espèce d'équivalent Facebook. Donc, attention, si vous êtes en transition, soyez un peu vigilant et faites en sorte que vous apparaissiez sur LinkedIn comme un pro. Donc, je vous invite d'ailleurs à profiter de la période de transition pour monter en puissance. Hein. Il y a des tas de webinars qui existent sur le sujet, il y a des bons bouquins, donc n'hésitez pas. Alors, les outils du pro de la transition, ce sont les suivants. Donc, un profil LinkedIn au cordeau, on vient d'en parler, une fiche réseau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fiche réseau? C'est une alternative quelque part pour le réseau au CV. C'est une fiche sur laquelle il va y avoir évidemment vos données personnelles, contact en particulier, hein, numéro de téléphone, mail, etc. etc. Une espèce de mini CV très très succinct, essentiellement avec vos principales réalisations et principales sociétés, mais beaucoup plus succinct que votre CV, hein, parce que le CV, il est là pour susciter la curiosité et faire creuser des points que vous avez mis dans le CV. Ici, là, on est plus sur une fiche signalétique. Vous allez mettre de façon claire votre projet professionnel, rejoindre un leader mondial du BTP pour y implanter des solutions à même d'améliorer le service client ou je ne sais quoi. Et puis, vous allez y faire figurer la liste de vos entreprises cibles. C'est un outil qui est un outil, on va dire, soit c'est un outil qu'on considère comme un back-office dans sa recherche, soit c'est un outil que là, pour le coup, on peut laisser aux personnes qu'on a rencontrées en réseau, un peu comme on pense bête pour qu'ils pensent à vous avec la liste des sociétés cibles. Donc ça, c'est un outil qu'on peut laisser. C'est vraiment une alternative, c'est une utilisation différente d'un CV. Le CV, je vais tout de suite un peu plus loin et je reviendrai. Le CV au cas où en entretien, ce matin, j'étais avec un de mes candidats qui m'expliquait qu'un rendez-vous de réseau s'était transformé en plein milieu en entretien de recrutement. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir le CV sous la main pour le dégainer si un entretien devient un entretien de recrutement. Votre téléphone, évidemment, même si je vous invite à l'utiliser avec parcimonie, en particulier quand vous êtes en mode réseau et à l'éteindre. Les techniques, le savoir-être, on en a longuement parlé, et un pitch maîtrisé, c'est-à-dire se présenter, votre parcours, votre projet, vos aspérités en 1 minute, 1 minute 20 maximum. Quand vous êtes en réseau, vous n'êtes pas là pour mettre 5 minutes pour expliquer qui vous êtes, ce que vous voulez faire. Ça doit durer 1 minute. Donc, un pitch, ça se travaille. Il faut parler de son fil rouge de sa carrière, il faut parler des entreprises cibles, des jobs clés, une ou deux réalisations très probantes qui vont parler aux gens et vous ouvrez sur ce que vous cherchez pour demain. C'est ça un bon pitch. Et puis une carte de visite professionnelle faite pour l'occasion de la transition. N'oubliez pas effectivement qu'on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. Donc je vais terminer, puis je prendrai ensuite les questions. Hein. Donc,
rebondir, vous l'avez compris, c'est vraiment un job à plein temps. C'est un job au sens où c'est une activité qu'il faut driver de façon professionnelle. On ne laisse rien au hasard, donc on déploie des méthodes équivalentes à celles qu'on a pu déployer dans sa carrière professionnelle. Maîtriser les outils, c'est un véritable outil de différenciation. Vous avez une carte de visite, vous avez une fiche réseau, vous avez un très bon pitch, vous faites preuve, on y viendra, de savoir-être. Tout ceci, ça va vraiment faire la différence par rapport à d'autres candidats. Et puis, premier point de différence, vous le savez, quand vous travaillez, par exemple, le réseau et tous les outils associés au réseau, tout le monde n'a pas conscience et n'active pas le réseau. Priorisation et gestion du temps sont clés, de manière à ne pas vous laisser déborder et de passer du temps sur les bonnes choses. Réseau, réseau, réseau. J'ai envie de dire, naturellement, tout le monde nous conduit à dire ou à faire, je vais envoyer une vague de candidatures aux chasseurs de tête, etc. Donc, on le fait tous. N'oubliez pas que 2/3 des jobs pour des gens comme vous sont dans le réseau, dans le marché caché. Et enfin, savoir-être et soft skills, très, très important, parce que dans cette période-là, même si vous allez avoir des entretiens, on va dire, sur lesquels on va vous challenger sur les compétences techniques, dans un premier temps, ce qui va faire la différence, c'est votre capacité de faire preuve d'intelligence de situation, d'écoute, de flexibilité, de choses comme ça. Donc voilà, je crois que je suis arrivé au bout. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous comme élément de cette transition. Donc je vais passer la main à Alix. On a, je pense, une bonne dizaine de minutes, un quart d'heure si on n'est pas limité. Moi, je peux passer un bon quart d'heure pour répondre aux questions que vous pouvez avoir. Alors, avant les questions, je voulais juste forcément parler du réseau des alumni, parce que tu en as parlé un peu, mais moi j'insiste, parce que forcément c'est un peu notre ADN, c'est l'annuaire. Donc, vous connaissez tous l'annuaire papier, hein, là-dedans, vous avez les 15 000 diplômés de l'ESCA qui peuvent être votre premier réseau naturel pour justement prendre contact. Voilà, nous, on a des exemples tous les jours à l'association de gens qui cherchent dans telle ou telle entreprise, est-ce que vous avez un contact? Oui, on le donne. Et puis, c'est comme disait Didier, si vous appelez pour dire je cherche un boulot, ça ne marche pas top. Mais si vous appelez pour dire voilà, j'ai une problématique, je ne sais pas comment faire, est-ce que vous pourriez m'aider? Vous-même, si vous étiez à cette place, vous répondriez forcément à un alumni de l'ESCA parce qu'on a cette école en commun, cette petite chose en commun qui fait qu'on a envie d'aider quelqu'un de son école. Donc voilà, il existe bien sûr en digital sur le site des alumni. Vous pouvez avoir l'annuaire en ligne qui est actualisé tous les jours. Et donc là, vous avez toutes les coordonnées de tous les diplômés. Alors après, donc, concernant les questions, on n'en a pas beaucoup, il y en a quand même quelques-unes. Il y a Christophe qui demande, quand on est en phase de transition, comment est-ce qu'on peut faire pour mener de front 2 projets? En l'occurrence, Christophe, lui, il est concerné par une activité salariée et la création d'entreprise, mais ça peut être aussi le cas pour les gens qui sont salariés et qui cherchent ailleurs parce qu'ils ne se sentent pas bien, qu'ils ont envie de changer. Et parfois, on sait que c'est difficile de mener de front les deux. Est-ce que tu veux que je te donne toutes les questions ou tu réponds à celle-ci et je reviens après? Je vais répondre au fur et à mesure. Bon, là, franchement, j'ai envie de dire c'est une très bonne question, mais je n'ai pas la martingale. Hein. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que si vous êtes dans une transition au sens où vous savez que vous allez quitter le salariat, par exemple, pour créer votre boîte, j'ai envie de dire c'est un principe de sablier ou de vase communicant. C'est-à-dire qu'il faut commencer à lever le pied et pas être en extra hour sur quelque chose que vous allez arrêter, vous le savez, d'ici quelques mois pour mettre votre énergie sur le futur. Hein. Donc, ça, c'est la première chose. Après, nous, typiquement, on a des gens qui, alors, ce n'est pas exactement le cas de figure qui est évoqué de Christophe, mais on a des gens, j'en parlais aussi ce matin avec un autre candidat, qui lui mène de projet, justement, une activité de création d'entreprise, en l'occurrence dans le domaine du conseil très pointu, et cherche en même temps un job de salariat sur un job de patron des risques. Bon, ça, quand vous êtes en transition, être sur 2 pistes, c'est possible. Plus de 2, c'est impossible. Nous, quand vous êtes sur 3 pistes, j'envisage ça, puis ça, puis ça, puis ça, ça ne marche pas. Donc 2, c'est gérable. Ça ne répond pas complètement à la problématique de je suis en poste et je crée autre chose. Là, j'ai envie de dire, je n'ai pas de solution miracle, si ce n'est de faire un vase communicant et de commencer à baisser le rythme d'un côté pour intensifier l'accélérateur de l'autre. Ok. Aurélie qui demande, tu parles de chasseurs de tête, mais comment est-ce qu'on les trouve? Bon, tu as un peu répondu quand même à la question en parlant des choix. Les chasseurs de tête, vous allez
Si vous tapez déjà, vous faites 2-3 recherches sur Internet, annuaire chasseur de tête, en croisant 2-3 recettes, vous allez en trouver. Hein. Vous tapez chasseur de tête, vous tapez headhunter, etc., vous allez en trouver. Si ce n'est que sinon, vous allez au rayon, on va dire, management de la FNAC, hein, ou de l'action à la FNAC, ou enfin autre librairie ou en ligne. Vous verrez qu'il y a un annuaire des chasseurs de tête qui coûte 25 ou 30 euros, qui paraît chaque année, qui est un peu le même format que l'annuaire des anciens de l'ESCA et qui est doublé d'une version digitale. Il y a la dernière version ou l'avant-dernière version, il y avait un CD-ROM qui permettait de connecter tout ça en ligne. Voilà, donc allez acheter cet annuaire-là, vous verrez, il est assez exhaustif, il est classé par région, par secteur d'activité, etc. Donc ça se trouve, ce type d'annuaire de chasseur de tête, vous les trouvez en ligne sur Amazon ou à la FNAC. Christophe demande si tu conseilles de se rendre sur les salons professionnels de référence. Tu en as parlé un peu. Je pense qu'il faut y aller avec des objectifs précis et avec en essayant de provoquer des rendez-vous en amont. En réalité, ce que je vous dis au sujet de la transition professionnelle, mais c'est assez proche de ce que je pourrais dire quand vous êtes en poste. Si vous êtes en poste et que vous allez sur un salon professionnel de votre secteur, sans rendez-vous au préalable, sans objectif précis de votre visite sur le salon, vous allez vous perdre. Moi, je le dis d'autant plus que il y a X années, j'ai été sur ces salons professionnels type Cial ou Vinexpo ou ce genre de trucs. Si vous y allez avec des objectifs précis, des rendez-vous calés en amont, il faut y aller. Si vous y allez pour découvrir, ou alors vous vous dites, ça me permet de checker le secteur, de relever des noms, vous êtes dans une démarche un peu plus exhaustive, on va dire, de vous bâtir un petit annuaire pour en faire autre chose après. Mais si vous pensez rencontrer des gens de façon random, entre guillemets, je vous le dis tout de suite, ça ne va pas marcher parce que les rendez-vous, ils sont pris pour des trucs business. Donc, si vous avez préparé, vous aurez des rendez-vous qui vont se placer, mais si vous n'avez rien préparé, n'y allez pas, sauf si c'est pour avoir une espèce de liste, un panégyrique des acteurs d'un secteur. Ok. Alexandre qui demande si tu peux préciser la fiche réseau. Qu'est-ce que c'est voilà, précise un peu plus ta fiche réseau. Ouais, alors la fiche réseau, je ne sais pas si, parce que nous, évidemment, c'est un outil qu'on développe main dans la main avec nos clients, mais si vous tapez je ne sais pas, peut-être que si vous tapez fiche réseau sur Internet, vous trouvez des exemples. Mais globalement, c'est un format, ça prend la tête d'un format A4 sur lequel, qu'on utilise plutôt en mode paysage, sur lequel au milieu, il va y avoir, on va dire, votre photo et votre signalétique, votre projet professionnel encadré. Et typiquement, on va dire sur la gauche, il y aurait vos entreprises, votre parcours professionnel de façon très succincte, 2002, 2006, Ernst & Young, chargé de mission X, etc. Donc les X années. Dessous, éventuellement vos principales réalisations. De l'autre côté, il peut y avoir vos principales compétences ou champs de compétences. Et le dernier bloc, ça sera les entreprises cibles, si vous voulez. Donc, on va être comme si on avait dématérialisé un CV, un peu moins riche qu'un CV. En revanche, le pavé compétences va être beaucoup plus étoffé que dans le CV et le pavé entreprise ou secteur cible va être aussi beaucoup plus étoffé parce que concrètement, dans un CV, vous n'avez pas une kyrielle d'entreprise cible. Donc, très souvent, on le formate comme ça. Hein. J'ai envie de dire, voilà, vous imaginez un A4, au milieu, en haut, il y a votre photo, votre signalétique. Dessous, il y a votre projet professionnel un peu central avec un encadré, par exemple. Et puis, vous utilisez la gauche, la droite pour votre parcours professionnel, vos principaux faits d'armes, vos compétences et les entreprises cibles. Ça ressemble à peu près à ça. Ouais, c'est un mini CV, quoi. C'est un mini CV, mais qui rajoute des choses qu'il n'y a pas dans le CV. Beaucoup plus sur la compétence et beaucoup plus sur le projet et les entreprises cibles. Un CV peut avoir un titre qui fait office de cible en disant directeur financier dans l'univers de l'industrie bancaire et services, par exemple. Là, vous allez mettre carrément, il va y avoir un pavé où il va mettre entreprise cible, toutes les banques ou toutes les assurances qui les intéressent. Ok. Alors, il y a Clémentine qui dit, parce que tu as suggéré dans ton discours de donner ces entreprises cibles. Et donc, Clémentine, elle dit, est-ce qu'en donnant ces entreprises cibles, on ne risque pas de passer à côté de certaines opportunités? Si on cite les grands du secteur, par exemple, on peut passer à côté des petites qui pourraient aussi être très enrichissantes. Alors, non, enfin, je pense que je répondrai non, vous n'allez pas passer à côté quand vous allez utiliser typiquement la fiche réseau, parce que vous allez
vous allez justement la donnant, ça va permettre aux gens, si vous voulez, si vous donnez les précisions qu'elle évoquait, qui sont très justes, hein, en disant, voilà, moi je vous ai mis les grands du secteur, mais évidemment, moi ce qui m'intéresse, c'est l'industrie agroalimentaire, et ça peut être chez des entreprises beaucoup plus petites, les gens spontanés vont penser à vous. En réalité, on a tendance à penser qu'en étant précis, et c'est vrai en général dans la transition, quand on est précis sur un projet, quand on est précis sur une entreprise cible, on a l'impression de se fermer des portes. Non, en réalité, on aide la personne en face de nous à comprendre ce qu'on veut, si vous voulez. Et s'il y a une précision orale autour de ça en disant, attention, c'est des entreprises cibles à titre d'exemple, évidemment, elles font partie de ma liste, mais toute entreprise qui est sur ce type d'activité peut m'intéresser, c'est à préciser oralement. Et ça peut être tout à fait mis dans la fiche réseau. Hein. Vous pouvez tout à fait avoir Danone, Nestlé, Lactalis, et puis toute entreprise du secteur des IAA à vocation internationale ou start-up de l'industrie agroalimentaire. Vous pouvez tout à fait mettre des choses qui sont non nominatives mélangées avec des choses qui sont nominatives. Mais quelquefois, il y a des secteurs d'activité, parce que là, on parle de choses connues, parce que si on parle de grande consommation, on a tous dans notre réfrigérateur des choses. Si vous êtes dans des secteurs techniques de fabricants de grues ou je ne sais pas quoi, si vous ne mettez pas de nom, c'est compliqué. Quelquefois, il y a des gens qui se rendent compte que l'univers de l'eau, c'est Veolia, c'est ci, c'est ça. Les entreprises cibles aident les gens qui ne sont pas issus du secteur à comprendre vers quel type d'entreprise on se dirige quand même. Okay. Vincent demande comment est-ce qu'on fait pour sortir des cases dans lesquelles les recruteurs veulent vous mettre. C'est-à-dire qu'en France, quand même, on a ce gros défaut. Hein, vous avez fait ça pendant 10 ans, donc on a pensé à vous pour ça. Et comment est-ce qu'on fait pour en sortir? Ça, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est la question à $1 million, hein, parce que c'est vrai, il ne faut pas se leurrer. C'est particulièrement vrai en France, encore plus, je trouve, qu'à l'étranger, où on va dans d'autres pays. Moi, je vous disais, j'ai travaillé dans 6-7 pays. Il y a beaucoup plus de pays. L'esprit anglo-saxon va plus s'attacher à la mesure d'un potentiel, mais qui est aussi le résultat de l'éducation. Hein. Les meilleurs banquiers sortent d'Oxford ou de Cambridge en ayant fait du grec. En France, vous savez bien comme moi que ce n'est pas possible. Donc, lutter contre cette discrimination qui est de vous mettre dans une case, franchement, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Je n'ai pas de martingale, si ce n'est d'essayer d'illustrer des compétences autres. D'abord, déjà, d'illustrer des compétences qui vont éveiller, au-delà de vos expériences professionnelles, qui sont ce que vous êtes. Vous n'allez pas maquiller votre CV. Donc, si vous avez fait de la finance dans telle et telle boîte, c'est votre truc. En revanche, essayez d'ouvrir sur des compétences que vous savez maîtriser et qui ne sont pas forcément ou naturellement associées au secteur ou au métier ou à la boîte d'origine, première chose. Et si vous avez fait aussi d'autres choses qui ouvrent le champ du possible parce que vous l'avez fait dans le domaine bénévolat, associatif ou autre, mettez-le aussi. Essayez, on va dire, de déplacer le terrain, si vous voulez, sur des choses que vous maîtrisez qui se rapprochent de ce à quoi vous aspirez. Mais il faut être clair, c'est pas facile. J'ai envie de dire que ce qui fait la différence, c'est de tomber sur des chasseurs ou des interlocuteurs qui sont un peu meilleurs que les autres et qui ont tendance à croire en vous. C'est-à-dire que quand vous êtes… essayez, tout à l'heure, je parlais de prioriser dans les premières étapes, les étapes à faible enjeu. Là, j'ai envie de dire le même genre de conseil, mais de façon un peu différente. Quand vous testez ce genre de truc, allez le tester auprès d'un chasseur, par exemple, que vous connaissez, qui vous apprécie, avec qui vous pouvez avoir un dialogue et un échange de qualité, et demandez-lui ce qu'il peut vous conseiller pour dire, bon voilà, moi je suis avec ma casquette assurance sur le dos, je voudrais sortir de là, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller, etc. Mais j'avoue que franchement, la martingale n'est pas évidente. Alexis demande à partir de combien de temps un trou sur un CV est rédhibitoire et par quoi le combler, et est-ce grave si on le comble avec une expérience qui n'est pas en lien avec notre recherche? Alors, il y a déjà plein d'éléments de réponse dans la question. Je pense qu'on va dire il faut commencer à expliquer au bout de 12 à 15 mois, si vous voulez. Parce que en réalité, si vous faites votre CV, par exemple, quand vous arrivez à un certain nombre d'années d'expérience, vous pouvez laisser votre CV en années plutôt qu'en mois. Hein. Très franchement, quand vous commencez à avoir 25 ans d'expérience, ça veut savoir que vous avez commencé en mars 92 ou en décembre 92, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc déjà, on peut jouer un peu là-dessus pour gagner quelques mois, au même titre qu'il est
communément accepté d'avoir un profil LinkedIn qui date de 6-9 mois sans aucun problème. Plus, ça commence à devenir… Donc, pour répondre, le CV, quand on commence à avoir un trou de 1 an, ne rien dire, ça devient compliqué. En revanche, effectivement, deux façons de le combler. Dire qu'on a fait des choses, c'est de plus en plus accepté, même si elles ne sont pas en lien avec le monde professionnel, parce que si ça peut avoir montré un engagement très fort au service d'une cause ou au service même d'un sport, qui montre qu'on peut se dépasser, qu'on peut se mobiliser, qu'on est engagé, ça, c'est des choses qui commencent à faire sens auprès des interlocuteurs que vous pouvez avoir, tant RH que les chasseurs de tête. Donc, écrivez des choses et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayez de prendre des missions. Quelqu'un qui a un trou dans son CV mais qui a fait des missions, c'est pas pareil que quelqu'un dans son CV qui, quand on lui pose la question, vous dit ah j'ai cherché du travail. Non, ça ne le fait pas. Au même titre, d'ailleurs, on vous encourage, nous encourageons nos candidats à se trouver des occupations pendant la période du Covid où ils étaient forcément peut-être un peu moins actifs en réseau présentiel parce que voilà, confinement oblige. Donc, on leur disait, oui, moi, j'en ai profité pour m'inscrire à des formations sur telle ou telle chose. Donc, l'important, c'est de montrer que vous êtes actif. J'ai envie de dire, tout remplissage avec de l'activité au service de n'importe quoi, c'est mieux que le vide, surtout quand après, oralement, vous êtes incapable d'expliquer ce que vous avez fait de ce temps-là. Donc, et du coup, si on a des problèmes personnels, par exemple, pendant le trou, est-ce qu'on le dit ou est-ce qu'on ne le dit pas? J'ai pas de réponse oui ou non blanche et noire sur ce sujet-là parce que ça va vraiment dépendre du type d'interlocuteur. Si on sent une certaine écoute, empathie à ce genre de choses, qui peut l'entendre. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un tabou. Mais il y a des gens qui vont se dire oulala, c'est quelqu'un un problème, ils vont vous mettre dans une case. Donc c'est ni oui ni non malheureusement. C'est vous qui sentez qu'il y a une connexion. Ça c'est à l'oral. Sur le CV, franchement, si vous avez eu un problème de maladie, ne le mettez pas sur le CV, mais en revanche, n'hésitez pas à le dire, voilà, j'ai eu tel ou tel sujet de maladie. Alors attention, évidemment, c'est beaucoup plus sensible si vous avez une maladie dont on imagine qu'elle peut avoir des séquelles récurrentes ou des choses comme ça. C'est plus sensible. Mais si vous avez eu un truc, entre guillemets, en one shot, qui s'est guéri et qui n'est plus qu'un mauvais souvenir parce que vous êtes… voilà, vous avez eu un accident de scooter, vous êtes resté 8 mois sur un lit d'hôpital ou autre, ça, bien sûr, vous pouvez le dire, si vous voulez. C'est pas… D'accord. Il y a une autre question qui était… pardon, j'ai perdu. Juliette, est-ce qu'on doit mentionner sur son CV qu'on a fait un parcours de transition, qu'on a fait de l'outplacement, qu'on a bénéficié d'un coaching, un bilan de compétences? Est-ce qu'on précise? Est-ce que c'est vendeur ou pas? Pas forcément, parce que si finalement vous avez rebondi dans un… Sauf si vous vous intéressez à ces métiers-là, on va dire RH à connotation forte, etc., ou vous voulez aller vers des métiers du coaching ou de vous-même, et que ça devient un atout, parce que finalement, ce que vous avez vécu, je ne ferai pas le parallèle entre l'outplacement et la psychanalyse du tout, mais malgré tout, si vous l'avez vécu parce que vous vous tendez un parcours RH, pourquoi pas? Sinon, si vous avez voilà, vous avez été en outplacement, on vous a aidé, vous avez rebondi, ça a pris 9 mois, non, vous l'oubliez, vous mettez votre ancienne expérience, la nouvelle expérience, le fait qu'il y a un outplacement entre les deux. Si la personne détecte qu'il y a eu un trou et on vous pose la question, vous pouvez tout à fait dire oui, j'ai eu la chance d'être aidé, et vous enchaînez sur les acquisitions pérennes que l'outplacement vous a amené, parce qu'il y en a. Donc vous allez dire oui, d'ailleurs, j'ai été accompagné, ça m'a permis de développer mes soft skills, ça m'a permis, en même temps, j'ai pris des cours d'anglais, en même temps, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, ne pas le faire figurer dans le CV, sauf si vous êtes dans les métiers de RH, et si, voilà, si ça n'a pas trop duré, ce n'est pas la peine. Mais en revanche, si on vous pose la question à l'oral, ce n'est pas la peine de l'éluder complètement. Ok. Il y a Alexandre qui demande qu'il accompagne bénévolement une TPE dans son développement. Est-ce qu'il doit le mentionner dans ses expériences professionnelles ou dans la partie info de LinkedIn? Oui, complètement. Sur soit la partie info, soit la partie expérience de bénévolat sur LinkedIn, soit dans le CV, soit si vous considérez que l'accompagnement a une vraie vertu professionnelle dans les expériences professionnelles, soit dans un pavé autres activités ou autres. Mais en tout cas, oui. À faire apparaître.
Oui, bien sûr, à faire apparaître, mais du coup, Alexandre ne savait pas trop dans quelle partie le mettre. Franchement, si c'est l'expérience professionnelle, je le laisse juste de savoir si c'est vraiment, il peut dire oui, j'y passe 6-7 heures par semaine. Donc là, c'est un vrai truc. Si vous cornaquez et que c'est un peu plus light, mettez-le plutôt en bénévolat. C'est un peu l'envergure de la prestation qui définit de savoir si c'est considéré comme une expérience professionnelle additionnelle ou si c'est plutôt une expérience de bénévolat. Ok. Alexandre, tu as ta réponse? Voilà, merci. Dernière question, Alexis qui dit, dans un contexte de crise, les entreprises n'ont-elles pas tendance à recruter uniquement les personnes qui ont le parcours parfait? Exit le Non, changement de secteur, changement de métier, etc. Est-ce qu'il y a une nouvelle incertitude du fait de cette bien crise qui sûr. arrive? J'ai envie de dire, bien sûr qu'il y a une nouvelle incertitude et simplement, on parlait tout à l'heure de l'importance des soft skills et du savoir-être en période de transition, mais moi j'ai la conviction forte, que certains experts bien plus pointus que moi partagent, c'est que aujourd'hui, vraiment, et plus vous allez monter dans le niveau des jobs que vous allez prendre, plus les soft skills et le savoir-être vont être déterminants. Certains, on va dire certaines caractéristiques du leadership qui ne sont pas du tout de la compétence technique. Donc, par rapport à ça, moi, j'ai tendance à penser que non. Ma conviction, c'est que non, et qu'au contraire, les gens qui auront fait preuve justement d'adaptabilité, d'agilité, de choses comme ça, si vous arrivez à faire passer ce message-là, si vous, dans vos compétences, si vous arrivez à passer ce message-là dans vos principales réalisations, dans votre pitch en réseau, etc., ça va devenir un vrai atout compétitif parce que on voit bien qu'aujourd'hui, les entreprises je prendrais un peu l'analogie du darwinisme. Le darwinisme disait ce n'est pas les espèces les plus fortes, etc., etc., auquel je ferai le parallèle en disant ce n'est pas le parcours parfait, etc. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est quand même l'agilité, la capacité d'adaptation, cette capacité à rebondir, à pas, on va dire, s'effrayer au premier obstacle et autres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a des soft skills qui vont être largement aussi déterminants pour demain que le parcours parfait. Ok, merci. Je crois qu'on va terminer là, 16h10. Eh bien, merci à tous de votre participation. Vous allez recevoir un Merci à petit tous. questionnaire. Vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction à 17h normalement. Et donc, je vous invite à y répondre. Et puis, si vous avez des idées de webinaires que vous aimeriez qu'on mette au point, n'hésitez pas à nous transmettre ces idées. Merci Didier. Merci à tous et à toutes. Et puis, bonne journée et puis excellente transition. N'hésitez pas, si je peux vous rendre service, à me solliciter en mode privé, évidemment, dans le futur. En tant que, comme l'a dit Alix à juste titre, on dit toujours que quand on est SK, c'est pour la vie. Donc, j'aurai un regard tout particulier si je peux vous filer un coup de main, quelles que soient les conditions dans lesquelles ça se passe. Bonne fin de Super. journée. Merci. Au revoir.